Voilà, nos garçons sont en forme. Edith Giscard Nono, notre confrère camerounais, rebonsoir. Et il y a également Bruno Ayoro. Bruno, rebonsoir. Bonsoir, José. Et puis Noureddine Sali. La question de l'FC, est-ce que vous pensez que le classement FIFA est logique pour vous en ce qui concerne les équipes africaines? Vous allez sur nos réseaux sociaux juste qu'à la fin de cette dernière partie d'émission. Coupe du Monde et gros plan sur un pays européen, le mondial féminin des U17. C'est pour la troisième partie et consacré au football international. Mais si vous me permettez, parce qu'Africa 24, c'est l'Afrique avant tout. Retour au Togo avec le championnat et le 25 septembre, 14 clubs de football de première division ont participé à la troisième journée du championnat qui a démarré depuis donc le 11. 7 matchs au total ont eu lieu avec notamment le Dynamique togolais qui a croisé les crampons avec Kotoko. Je pensais à Tokoto, notre ancien grand monsieur. Ouais. Le grand Tokoto il n'était pas encore camerounais. Non, vous n'étiez pas né. Non, mais on a entendu parler tout de même. Il y avait que Noureddine et moi-même. On ne peut pas laisser passer ça, José. Alors, Kotoko, je dis bien l'équipe maintenant du Togo, s'est inclinée sur le score de 3-0, dont un doublé de Komlan Akbodo. Nous vous proposons d'écouter les deux coachs qui ont réagi au micro d'Emefa Kofi après le match. Vraiment, on reconnaît qu'on a trop raté beaucoup de buts, mais bon, c'est les joueurs, on va toujours retourner chez nous. Peut-être on a seulement qu'une seule journée pour travailler. On va encore les parler moralement pour qu'on marque beaucoup de buts. Nous avons des problèmes de finition. Si nous pouvons, ce n'est pas encore trop tard, on peut trouver aussi des bons finisseurs. On peut remonter, ce n'est rien. Bien sûr que c'est regrettable, hein, parce qu'on ne s'attendait pas à cette défaite. On s'est dit que, bon, au cas échéant, nous allons repartir avec un nul. Mais voilà, le sort a décidé autrement, on ne peut rien. Voilà pour ce football togolais. Nous allons voir les derniers résultats qui nous sont parvenus avec l'équipe de Dynamo togolais qui a battu Ange de Notse sur le score de 2-1. Le match Maranatha Flokpo AC Semassi a été reporté. Vous voyez les autres résultats avec une victoire également de AS Togoport à l'extérieur. Également OTR qui a battu Foadon FC de Dopapong et puis Gomido FC de Paklimé qui a donc gagné face à US Koroki Metete. Au classement maintenant, l'équipe de Bikenti est en tête avec donc 11 points devant AS Togo Port, troisième Dynamique togolais et quatrième US Koroki Metete. Alors, moi, je voudrais m'adresser à vous, Noureddine, parce que vous suivez vraiment de très près aussi ce football africain. Est-ce que la sélection utilise des joueurs de club ou bien tout simplement ce ne sont que des joueurs qui évoluent à l'extérieur? La question, vous savez, surtout dans notre continent, on sait très bien comment ils sont les championnats et le niveau du football africain. D'abord, si on parle, c'est très large. D'abord, pour le piège des joueurs, c'est une longue histoire. Mais bon, actuellement, quand on parle des pays émergents qui commencent à se trouver une place dans l'échiquier, soit africain, soit sur l'aspect mondial, c'est vrai que le joueur expatrié ou bien les joueurs formés dans les centres de formation européens, il a plus de chances d'avoir une place dans les équipes nationales respectives. Je parle de toutes les équipes et le Togo en fait partie. Adib Bayor pèse sur les décisions, selon vous, de l'entraîneur? Je ne pense pas qu'il pèse, mais après c'est un joueur très important et heureusement qu'il est là parce que depuis qu'il est là, le Togo se qualifie régulièrement et performant. Donc je ne pense pas que ce soit un joueur qui pèse. Mais des équipes comme Koroki et Unisport par exemple, Koroki, j'ai un peu analysé leur début de saison. Il y a quelques joueurs que j'ai bien aimés, dont Rafiou Chao, l'attaquant qui a marqué 2 buts lors de la première journée notamment. Donc une équipe à suivre et des joueurs de talent dans le championnat. Le feuilleton à Bayor à Lyon, ça vous a passionné, Edith? On l'a fait prendre l'avion, le président ne l'a pas rencontré. On lui a dit que qu'il n'intéresse plus Lyon, il retourne au pays. Écoutez, pas vraiment, mais tout de même, ça m'a permis de tirer des leçons. Après tout, les seuls décideurs restent bel et bien les dirigeants de l'Olympique Lyonnais, notamment Genesio, qui a décidé
en son âme et conscience que Adebayor n'avait pas le profil qu'il espérait. Ça peut sembler très difficile pour les Africains, notamment pour moi ou qui que ce soit, mais c'est une décision qui lui appartient et je pense que ceux qui aiment et apprécient le foot se doivent la respecter. Quant à la première question qui a été posée aux autres concernant la présence ou non des joueurs du championnat, des championnats locaux, j'ai la chance dans mon média, sans le citer, de faire des revues de presse au quotidien. Et c'est vrai que maintenant, en parlant, j'ai observé, maintenant ça me revient, je constate qu'effectivement, toutes les nations ont dans leur liste des joueurs qui évoluent localement. Je dis bien pratiquement toutes les nations. Et là, vous me faites observer un point que je n'avais pas vraiment remarqué. Et surtout du côté du Congo-Kinshasa, où Florent Ibenge appelle beaucoup. Il y a beaucoup de professionnels, ils ont des joueurs qui ont été convoqués qui évoluent localement. La Tunisie aussi, bon point aussi. Et c'est une très bonne chose. Même pour le continent, ça permet bien sûr de valoriser ces joueurs-là et de donner l'espoir comme quoi, même si on évolue localement, on a une chance aussi de pouvoir être à la lumière. Et Bruno m'a rien dit, mais il y a l'Afrique du Sud aussi. Bruno ne l'a pas soufflé. C'est dommage, Bruno est silencieux ce soir. Je ne comprends pas très bien. Nous allons enchaîner avec un clin d'œil à l'Europe et nous avons choisi la France qui jouera 2 matchs importants. Le premier, c'est vendredi 5 octobre au Stade de France. Et puis souvenez-vous, en 1993, cette frappe de Konstantinov, donc, qui avait rendu pantois les supporters français. Regardez ce but. Et cette frappe de Konstantinov, on se souvient tous, que ce soit du côté de l'Afrique ou en Europe. Attention avec cette frappe, et Bernard Lama n'avait rien vu. Et puis, les Bleus sans Benzema. Écoutez les explications de Didier Deschamps. Non, moi je fais des choix et à chaque fois quand je fais des choix, peu importe le joueur, je fais des choix pour ce que je considère être le bien de l'équipe de France. Voilà, que ce soit pour Karim ou pour un autre. Voilà, après tout ce qui est extérieur, je sais que ça vous occupe beaucoup. Moi, c'est pas mon actualité. L'important, c'est les 23 qui sont là pour les 2 matchs qui nous attendent et qui sont très importants par rapport à la qualification pour la Coupe du Monde. Ouais, Bruno, pas de Benzema, pas de Ben Arfa, mais quand même, il y a Fekir. Oui, après, ce Fekir est performant. C'est le cas de Benzema aussi, mais il faut faire des choix sportifs. Et choix sportifs et extra-sportifs. Au bout d'un moment, c'est un entraîneur qui a envie de faire des choix, qui a envie d'avoir de la sérénité dans son groupe, qui a envie d'être respecté aussi. Et ça, je pense que c'est très important quand vous êtes entraîneur d'avoir des joueurs qui vous respectent. Donc à partir de ce moment-là, il fait ses choix. Mais je pense que son groupe est cohérent. Mais de toute façon, même sans Benzema, etc., la France doit pouvoir battre la Bulgarie d'aujourd'hui et doit pouvoir aller gagner chez les Pays-Bas d'aujourd'hui. Bon, je ne prendrai pas de pari avec vous, bien sûr, pour les Pays-Bas, Bruno. Mon cher Noureddine, concernant la composition de l'équipe, bien sûr, bon, on n'a pas le droit d'imposer à Didier Deschamps quelque chose, on ne peut pas non plus le faire. Mais est-ce que vous êtes d'accord avec cette composition d'équipe? Moi, je pense que Benzema, sa place, il attend les excuses de Benzema. C'est bien ça? Moi, je vais même au-delà. Je pense que l'histoire, l'affaire de Benzema, c'est déjà dépassé. Je pense que l'équipe nationale s'éloigne de plus en plus par rapport à Benzema sur l'aspect politique, que je ne vais pas rentrer dedans, et surtout sur l'aspect sportif, parce qu'actuellement, même au sein du Real de Madrid, il est beaucoup critiqué parce que le gars, il n'a pas marqué depuis pratiquement le début du championnat. Donc, sportivement, il n'est pas au top pour essayer de frapper dans les yeux des sélectionneurs. Et de l'autre côté, je pense que même la désignation, il est hautement politique que sportif. Exactement. Alors, Edith, à moins que vous vouliez dire un petit mot. Je ne peux pas laisser passer ça. Super Benzema, je suis désolé. Benzema est super brillant avec le Real Madrid. C'est l'attaquant numéro 1 du club. Et malgré le statut de l'attaquant Morata reste le numéro 2, tout au moins dans l'esprit de Zinedine Zidane. Et vous savez, quand on parle du trio au Real, on parle de la BBC, on ne parle pas d'autre chose. Et je reviens sur le cas Benzema avec l'équipe de France. Je suis désolé, il faut le dire, il faut briser ce tabou. Vous et moi, on a la chance souvent de se retrouver à Clairefontaine. Il ne faut pas avoir peur des mots. Le cas Benzema, il n'y a pas en France actuellement un attaquant du niveau de Benzema. Oui, et si Benzema n'est pas en équipe de France, c'est déjà pour l'affaire que l'on sait, on ne va pas revenir dessus, mais c'est surtout parce que Deschamps, il faut le dire ouvertement, Deschamps a reçu des pressions pour le cas Benzema. Mais oui, c'est clair. Faut pas avoir peur des mots. Mais Noureddine l'a dit, hein, c'est une décision politique. Messieurs, avant de mettre un terme à cette émission, je voulais aussi vous interroger sur la Ligue des Champions. On a vu, bon, il y a le Barça qui ne va pas très fort en ce moment. Il y a le Real, ça ne va pas très fort non plus.
c'est l'équipe de Benzema. Le Paris Saint-Germain qui revient un tout petit peu. Il y a Chelsea, il y a Monaco, il y a Lyon, le Bayern. Alors, cette fois-ci, il y aura un club français en finale. Ça va être très compliqué déjà. Le PSG qu'on a vu il y a quelques jours au parc, qui avait un jeu assez poussif. Et quand vous me dites que c'est la meilleure rencontre du PSG depuis le début de la saison, eh ben je le crains. Je tiens à rappeler que c'est un club comme Manchester City, qui fait partie des favoris de cette compétition, est déjà quand même à un niveau assez considérable. Le PSG aura du mal. Aujourd'hui, je ne vois pas encore en France un club qui est capable d'arriver à un certain niveau. C'est-à-dire que demi-finale, le dernier Caridas, c'est franchement pas possible. Après, si le PSG, pendant cette compétition, parvient à se surpasser des joueurs qui sortent du lot, avec Cavani, on n'est pas sorti d'auberge. Okay. C'est un très bon joueur, mais on n'est pas sorti d'auberge encore. Et je ne pense pas que ce soit le joueur qui va permettre à un club comme le Paris Saint-Germain de pouvoir gagner la Ligue des Champions. Ouais, Bruno et Noureddine, Edith est en train de dire entre Manchester City et Paris Saint-Germain, il y a un fossé. Oui, le fossé est absolument. très large, mais il est très étroit. Il est très large parce que Manchester City a également changé d'entraîneur. Donc ils ont réussi à mettre en place une philosophie de jeu rapidement. C'est ce qu'on demande aux grands clubs. Unai Emery, c'est un bon entraîneur, mais très franchement, il a bricolé. Il a essayé de garder les joueurs de l'époque blanc en changeant de système et sans amener ses joueurs, sans révolutionner. Et là, clairement, il s'est résigné avec les révélations qui sont tombées ces dernières heures. Donc il faut être très honnête là-dessus. Ce PSG-là ne peut pas gagner la Ligue des Champions. Il y a un écart avec les autres grandes équipes. Pep Guardiola, il est vraiment trop fort. Oui, trop fort, parce qu'il est très, très intelligent. Il choisit vraiment ses destinations, d'abord la première des choses, et pour la stabilité de ce club. En le comparant, par exemple, au PSG, je pense qu'on est trop méchant un petit peu avec le PSG. Avec l'arrivée d'Emery, c'est quelqu'un qui a quand même gagné 3 Coupes d'Europe. Et il lui faut un temps. On peut parler de ça à partir du mois de mars, je pense, parce que la mayonnaise commence à prendre dans cet effectif. Ouais, non. C'est Bruno et Edith qui sont méchants. Ils ont le niveau pour être en huitième. Ils ont le niveau pour être en huitième et en quart de finale. Non, mais pourquoi Guardiola ne prend pas... Il n'y a pas cette excuse pour Guardiola. Parce que tout est ficelé. Mais je plaisantais. Par contre, carton jaune pour Guardiola, parce qu'il a mis Yaya Touré sur la touche, ça, c'est pas très bon. Bon. C'est une décision de l'entraîneur, il faut respecter. Oui. Messieurs, nous allons partir en Jordanie, tiens, pour nos équipes qui ont perdu. Tout d'abord, le Cameroun. Ce sont des jeunes filles de 17 ans pour le mondial. Et donc, Canada a battu le Cameroun sur le score de 3-2. Là, c'est le Brésil qui a battu le Nigeria sur le score de 1-0. Et puis là, c'est le Ghana. Le Ghana qui a perdu face aux Japonaises sur le score de 5-0. Il reste exactement 20 secondes à chacun. Juste un petit mot de conclusion. Oui. Nos filles ont le droit ou pas? Non, pour dire qu'il n'y a pas de surprise. Vous savez, c'est quoi la différence entre ces nations que vous avez citées et les nations africaines? C'est qu'il y a une base. Ce sont des filles qui sont en formation depuis 13, 14 ans, 12 ans même. Les Camerounaises, pour prendre le cas des Camerounaises que je connais, la majorité sont des filles qui faisaient tout et n'importe quoi, c'est-à-dire que jouer au football par passion, et parce que Minkro, qui est l'entraîneur de cette catégorie, a détecté un talent chez ces joueuses et les a regroupées et a formé une sélection. Mais sinon, à la base, il n'y a pas... C'est-à-dire que ce sont des joueuses qui sont tombées du ciel. Faut pas rêver. Bruno? Je suis assez d'accord avec ça. Après, c'est toujours une question de moyens et de politique. Déjà, avec le football masculin, on a du mal. Je ne sais pas si le football féminin aura sa chance sur nos terres de sitôt. Il ne faut pas que vous soyez pessimiste comme ça. J'ai peur, Joseph. Moi, j'ai peur. C'est la phrase que je voulais enchaîner avec. Il faut avoir de la patience. Le football féminin commence à percer dans notre continent. Et déjà, la participation dans des événements pareils, c'est une bonne chose pour notre football. La Confédération africaine doit mettre de son gré pour essayer d'améliorer et de donner l'opportunité au football féminin de se développer. Oui, Edith et Bruno sont trop pessimistes. Edith Giscard Nono, merci d'être venu. Merci à Bruno également. Merci à Noureddine. Dans quelques instants, d'autres informations sur votre chaîne Africa 24. On se retrouve bien sûr lundi prochain, même heure, même antenne, pour un nouveau magazine de l'AFC. À très vite et à bientôt. Salut.